Et bienvenue sur ce nouveau webinaire SEMJ en partenariat avec Beable. Aujourd'hui, on va parler des 3 étapes clés pour déployer une stratégie de contenu SEO data-driven. Alors, pour décortiquer un peu tout ça, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Olivier Cohen. Salut Olivier. Bonjour à tous, salut Charlet. Donc effectivement, Olivier Cohen, moi je suis directeur conseil chez Beable. Beable, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la personnalisation et avant de collaborer avec Beable, j'étais moi-même e-commerçant. J'avais cofondé en fait 2 sites de e-commerce dans la mode. Alors peut-être un petit mot sur Beable. Bah ouais, présente-nous Rapide, l'activité. Ouais. Beable, je disais, éditeur de logiciels. Alors on est spécialisé dans le scoring et la personnalisation de sites internet. Notre objectif, il est simple, c'est d'améliorer les conversions. Alors, notre mission, c'est de rendre tout ça très simple, avec un peu d'IA, avec beaucoup de no-code, faire en sorte, en tout cas, pour qu'un responsable marketing digital ne se perde pas, en fait, dans les méandres des stratégies d'optimisation de conversion. Et on a une solution, en fait, qui s'articule autour de 8 modules qui sont indépendants les uns des autres. Voilà, on a une entreprise française, on accompagne plus de 150 clients aujourd'hui. Ouais, et tu nous présenteras un peu plus en détail tout à l'heure comment ça fonctionne. Côté SEMJ, pour ceux qui ne nous connaissent pas, SEMJ, c'est la plateforme SEO dédiée à vos stratégies de contenu, donc qui va aider vos équipes marketing, vos équipes SEO à produire du meilleur contenu, du contenu plus performant en moins de temps. Donc là aussi, on a tout un enjeu de collecte de data et d'utilisation de cette data pour créer des stratégies plus efficaces. Un plan très simple. On va déjà voir ensemble la notion de mesure avancée. Qu'est-ce que c'est que la mesure avancée par opposition à la mesure basique? On va voir comment on collecte de la donnée et comment surtout on va agréger ces données pour avoir des KPI qui sont vraiment pertinentes. Ensuite, on va voir comment on utilise toute cette data collectée au service de notre contenu, à la fois d'un point de vue SEO et puis également pour optimiser le CRO. Et puis évidemment, obligatoire, comment on mesure tout ça dans une optique d'amélioration continue. On va voir que c'est un processus itératif. Alors, avant de s'embarquer dans tout ça, Olivier, quelques petits rappels, quelques chiffres et concepts. Exactement. Ouais. Avant de rentrer vraiment en fait, dans comment la data peut nous aider à enrichir notre stratégie de contenu, je voulais juste partager avec vous 2 chiffres. Ça nous permet de mesurer les enjeux aujourd'hui en fait, d'un responsable marketing digital, e-commerce ou pas. Premier chiffre qui est assez éloquent, c'est les 5 secondes. C'est la durée moyenne constatée avant de quitter ou s'engager sur un site internet. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas uniquement de toucher une audience, il faut capter son attention. Deuxième chiffre, c'est le taux moyen de conversion constaté sur un site de e-commerce. En moyenne, c'est 3%. Alors évidemment, ça va évoluer selon le secteur d'activité, selon le device sur lequel on se situe. On sait qu'on a un rapport qui est de 1 à 2, voire même parfois de 1 à 3 entre un desktop et un mobile. Donc, il est aujourd'hui essentiel de bien travailler en fait ces données pour essayer en fait d'exploiter un maximum de trafic, quasiment 100% de notre trafic. Alors, pour bien travailler en fait sa stratégie de contenu, que ce soit pour le SEO ou pour optimiser sa conversion, il est important de comprendre la psychologie de vos consommateurs, de vos internautes. Alors pour ça, il y a un petit modèle, un concept, les biais cognitifs, que j'affectionne tout particulièrement. Alors, c'est quoi un biais cognitif? C'est un schéma de pensée trompeur, faussement logique. C'est un schéma de pensée qui permet à l'individu de porter un jugement très rapide. Et c'est d'autant plus pertinent dans le digital, puisque ces biais cognitifs, ils vont influencer nos choix. Dès lors qu'on a énormément en fait, d'informations à ingurgiter et qu'on a un temps très limité. Alors, tout à l'heure, je vous parlais en fait, des 5 secondes pour commencer en fait, à capter l'attention et faire en sorte que vos internautes aillent sur un site internet. Ces biais cognitifs, ils vont nous aider en fait, à capter cette attention. Alors, je voulais juste partager avec vous quelques-uns de ces biais cognitifs. J'en ai pris 6. Le premier que j'aime bien, c'est le biais de confirmation, c'est la mauvaise foi. C'est faire en sorte qu'on ne prête attention qu'à ce avec quoi on est d'accord ou qu'on pense être bon. Un autre biais intéressant, c'est le paradoxe de soi. Alors, trop d'informations tue l'information, donc trop d'options pour un internaute risque de le figer et de ne pas le faire passer en fait, à une action suivante. Le biais de nouveauté, si c'est nouveau, c'est que c'est forcément meilleur.
le principe de réciprocité, il est très important lorsqu'on met en place des campagnes d'optimisation de conversion. C'est qu'on on se sent redevable lorsqu'on nous offre quelque chose, hein, un code promo ou autre. Le biais de sympathie, il est important parce que ça touche à la confiance. Donc, si une personne nous ressemble, on va plutôt avoir tendance à lui faire confiance. Et c'est à mettre en rapport aussi avec le principe d'autorité. On a plutôt tendance à faire confiance à un médecin qui nous parle de santé ou un banquier qui va nous parler en fait de nos finances. Alors, ces biais cognitifs, ils sont vraiment bien à prendre en compte lorsqu'on doit travailler notre stratégie de contenu, lorsqu'on doit travailler en fait notre optimisation de conversion, et on nous permet de rajouter parfois un peu d'irrationnel en fait à cette rationalité qui est la data. Alors, peut-être, si on peut rentrer dans le vif du sujet avec toi, Charlet, j'ai juste une question. Finalement, pourquoi la data peut être considérée comme le facteur X d'une stratégie de contenu? Oui, merci. Du coup, c'est vrai que la data peut être vraiment décisive. Et on va voir ensemble comment ça s'illustre dans tous les domaines. Donc moi, j'aime bien prendre l'exemple du sport. On va voir ça ensemble. Juste un petit rappel avant que je démarre. Vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc si vous avez des questions, nous on prendra 10-15 minutes à la fin de ce webinaire avec Olivier pour y répondre. Donc n'hésitez pas à plutôt passer par cet onglet-là plutôt que par le chat principal pour les questions. Et puis, n'hésitez pas à voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Comme ça, on y répondra en priorité. Voilà. Donc, pour en venir à notre sujet, oui, la data, ça va être un facteur décisif. Et pour illustrer ça, moi, j'aime bien prendre l'exemple de la NBA. Alors, pour ceux qui le savent, hein, la NBA a été profondément révolutionnée en termes de stratégie, en termes de fonctionnement du jeu sur les 20 dernières années. Et ça, c'est largement dû à la data. Alors, le graphe que vous voyez à gauche, c'est tout simplement les 200 tirs au panier les plus courants sur la saison régulière 2001-2002. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe finalement quelque chose d'assez attendu. On a des tirs à 3 points, on a énormément de tirs à 2 points, et puis beaucoup de tirs dans la peinture, c'est-à-dire des tirs garantis, des dunks, etc. Là-dessus, rien d'étonnant. Et puis, en fait, c'est la manière dont on jouait au basket pendant des décennies. Il se trouve que, comme ça avait été le cas quelques années auparavant avec le Moneyball et donc le baseball, donc je vous renvoie à l'excellent film Le Stratège, hein, pour rappel, en NBA, il y a eu la même chose, c'est-à-dire que les staffs des équipes de basket se sont enrichis de statisticiens, d'experts en probabilité, qui ont décidé d'exploiter la data, avec l'aide de l'IA d'ailleurs, pour établir des modèles gagnants. Et on s'aperçoit 20 ans plus tard que les stratégies gagnantes en NBA ont complètement évolué. Donc si je regarde les 200 shots les plus courants sur la saison 2020, ça donne ça. Donc, ça a complètement été chamboulé. On a énormément de tirs à 3 points et puis quelques tirs du coup sous le panier. On n'a plus du tout de tirs à mi-distance dans les 200 shoots les plus courants. Pourquoi? Parce que en fait, l'analyse des probabilités et des statistiques a permis de déterminer que ce n'étaient pas des tirs rentables en fait. Si on regarde d'un point de vue très macro sur l'ensemble d'une saison, on a plus de chances de gagner des matchs en adoptant ce modèle-là plutôt qu'en tirant à 2 points. Donc, c'est vraiment un calcul de probabilité qui était assez complexe. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a appelé ça la révolution analytique en NBA. Ça a été le cas aussi dans tous les sports en Amérique du Nord. Ils sont très, très fans de data avec des bons résultats. Donc là, notre idée avec Olivier, hein, c'est faites vous-même à votre échelle votre propre révolution analytique. Et pour ça, on a besoin de meilleurs indicateurs. En gros, c'est ça qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on regardait des indicateurs basiques. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure le distinguo entre données basiques, données avancées. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être une donnée basique? Ça pourrait être tel joueur a marqué, comme à gauche, il a marqué 24 points. Ok, c'est bien, il a marqué des points, c'est super. Sauf que là, je vais avoir un problème parce que j'ai des joueurs qui vont marquer énormément de points, qui vont gagner 40 points, marquer 40 points par match, et pourtant l'équipe perd tout le temps. J'ai des joueurs à l'inverse qui vont avoir pas des stats très impressionnantes, très peu de points, etc. Par contre, à chaque fois qu'ils sont sur le terrain, mon équipe a tendance à plus gagner. Donc, comment on fait?
Et donc ça, c'est la métrique avancée. C'est donc le tableau à droite. Hein, c'est un des indicateurs utilisés en NBA, le plus-minus, c'est-à-dire statistiquement, lorsqu'un joueur est sur le terrain, quel est le différentiel d'écart au score qu'il crée avec l'équipe adverse. Quand on est à +1, c'est qu'on est un joueur qui est un bon team player et qui apporte beaucoup à l'équipe, même si en soi, peut-être que le joueur en lui-même ne marque pas beaucoup de points. Donc tout ça, c'est des facteurs de pondération. L'IA en NBA utilise énormément de facteurs, hein. La qualité des coéquipiers avec lesquels je joue, la qualité de l'équipe adverse, la qualité du joueur qui me marque, mon vis-à-vis direct, est-ce que mon équipe est sur une série de victoires, etc. Et tout ça, le rôle d'avoir tout ça, le but, c'est d'avoir du contexte. Et c'est vraiment ça, Olivier, c'est que la data, son rôle principal, c'est de donner du contexte à de l'information pour ensuite prendre les décisions les plus avisées possibles. Alors toi, de ton côté, pour justement qualifier ce contexte-là, on va essayer de le scorer. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta méthode? Oui, bien sûr. C'est la même idée, c'est de donner du contexte de navigation en fait, lorsque l'internaute arrive sur notre site internet. Et pour pouvoir donner ce contexte-là, on va modéliser un parcours d'achat, une customer journey. Alors, si je prends juste un exemple en fait, de parcours d'achat assez générique, imaginons que je prévois de partir en vacances en Islande. Là, dans quelques mois, et un ami m'a dit, qui revenait d'Islande, m'a dit les nuits sont relativement fraîches, et donc ce serait peut-être pas mal de prévoir dans tes affaires peut-être une doudoune. Donc là, je suis arrivé en fait à ma reconnaissance de besoin. Hein. Voilà, j'ai pas forcément envie de m'acheter une doudoune aujourd'hui, mais je vais peut-être commencer en fait à réfléchir à en acheter une. Et puis, mon voyage va peut-être pas tarder à arriver. Il faut que je fasse mes affaires. Je vais commencer à me dire, à m'intéresser à l'achat d'une doudoune. Donc, je vais commencer à aller sur des sites de e-commerce pour regarder un petit peu quelles sont les différentes doudounes qui s'offrent à moi, les plus sympas, les ordres de prix. Puis ce besoin il va commencer à être de plus en plus mature et puis on va arriver en fait dans une phase de comparaison. Hein. On est là, mon besoin s'est cristallisé, je dois l'acheter. Maintenant, je ne sais pas encore exactement où, comment. Face à moi, j'ai une offre qui est assez pléthorique. Et donc, cette phase, elle va évoluer jusqu'au moment où, effectivement, j'ai trouvé le bon produit sur le bon site. Et là, je vais commencer, en fait, à procéder à l'achat. Et ce qui est intéressant, c'est pas de s'arrêter, en fait, uniquement à l'achat. C'est d'aller aussi au-delà de l'achat et de pouvoir aussi identifier ce que font les internautes lorsqu'ils reviennent et de ne pas les remettre, en fait, dans une démarche de recherche de produits. Hein. Je vais revenir sur mon site. Tout simplement pour être certain en fait que ma commande va arriver avant que je parte en Islande. Alors comment en fait on va pouvoir scorer ces intentions, hein, notre ambition, ça va être en fait pour chacun des visiteurs de le positionner sur une de ses principales étapes de parcours d'achat. Alors pour ce faire, on va travailler sur des signaux d'engagement. Alors, ces signaux d'engagement, en fait, on en connaît tous, hein, c'est des signaux très forts, généralement, hein, c'est ceux qu'on arrive facilement à traquer sur notre outil de Web Analytics. Alors, le taux d'ajout au panier, la création de compte, le fait de se connecter, donc le taux de login, évidemment, le fait de passer dans le tunnel, ma page panier, mon achat, mais ça, il faut les combiner en fait à d'autres signaux beaucoup plus faibles qui vont nous permettre de comprendre l'état d'esprit, le mindset de ces internautes lorsqu'ils sont sur le site. Et donc, on va traquer un certain nombre d'événements. Par exemple, sur une fiche produit, le survol d'un prix, le fait d'être revenu, regarder en fait une même fiche produit lors des 7 derniers jours, le fait d'aller cliquer sur différentes images. Donc, tous ces signaux-là, combinés les uns aux autres, vont nous permettre en fait d'imaginer un score. Et ce score-là nous permettra à chaque fois, hein, en temps réel, de positionner un internaute sur une de ces principales étapes de la customer journey. Pour nous, c'est vraiment le niveau numéro 1 de l'optimisation d'un taux de conversion. C'est de comprendre pourquoi l'internaute est sur notre site et qu'est-ce qu'il veut faire. Hein, le rôle de responsable marketing sera ensuite, non pas de faire en sorte qu'ils soient tous acheteurs lors de la session, mais de les faire passer d'une étape A vers une étape B. Si je viens pour de la considération, l'objectif, c'est de le mettre dans une phase d'intention. Donc, l'objectif, ça va être plutôt de pousser à mettre le produit au panier, etc. etc.
Deuxième enjeu, on a scoré l'engagement visiteur, mais quand on est sur un projet e-commerce, on s'adresse d'abord à un catalogue et c'est important en fait de comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de notre catalogue et ça, de le faire pareil, quasiment en temps réel. Donc là, on va pouvoir scorer l'attractivité d'un produit, donc pas l'engagement d'un visiteur, mais la propension en fait à un produit d'être acheté. Et donc, on va pouvoir travailler sur différents critères. Alors, on a l'habitude de travailler sur des critères transactionnels, le chiffre d'affaires, la quantité vendue, mais à cela, on va rajouter d'autres critères pour venir affiner ce score. Donc, ça va être le nombre de fois où la fiche produit a été vue, le nombre de fois où le produit a été ajouté au panier sur une période déterminée, un taux d'abandon, un temps passé sur les pages, les hésitations, les taux de scroll. On va pouvoir également apporter un peu plus de granularité en rajoutant des coefficients de saisonnalité. Alors, je parlais de la doudoune. En général, c'est plutôt des articles qu'on va acheter plutôt à partir de l'automne, des coefficients de marge, des coefficients de stock. Et ces scores vont nous permettre très rapidement de pouvoir segmenter notre catalogue sur, par exemple, les produits qui vont contribuer le plus à notre conversion, on va appeler ça des produits top. Les produits qui, au contraire, vont plutôt dégrader notre taux de conversion, des produits flop. Donc, on va identifier, isoler ces produits pour mieux les travailler, identifier quelles sont les anomalies. Est-ce que j'ai un problème de stock? Est-ce que j'ai un problème de prix? Est-ce que c'est un problème d'image? Est-ce que c'est un problème de positionnement par rapport à nos concurrences? On va pouvoir aussi parfois identifier des produits qui manquent de visibilité, donc difficile en fait de les juger si on n'apporte pas un peu de trafic sur ces produits-là. Et puis on peut avoir aussi des produits en fait qui sont aux portes de ces fameuses pages AD, produits top, et va nous aider un petit peu à améliorer ça. Donc là, on est vraiment dans la data visualisation. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des outils data vis comme Looker Studio par exemple. Voilà un exemple en fait très concret à l'écran de un catalogue et la manière dont on va pouvoir activer en fait ce type de score pour améliorer en fait nos performances. Sur la partie SEO, est-ce que tu utilises aussi des scores? On voit à l'écran. Bien sûr. Alors là, tu nous montrais comment on va utiliser un système de scoring pour, par exemple, prioriser un catalogue produit. Donc, nous, en SEO, je ne vais pas forcément faire ça avec le catalogue produit, mais je vais, par exemple, scorer l'intérêt ou l'attractivité d'un mot-clé. Donc, on va parler de score d'intérêt. Donc, deux méthodes. La première, c'est plutôt un rappel. C'est le fameux Keyword Golden Ratio. Donc, les plus anciens s'en rappellent. Donc, les KGR, c'est une formule assez simple qui se calcule comme ça. On va tout simplement comptabiliser le nombre de résultats avec notre mot-clé en exact match dans le title. Donc, je vais compter avec l'opérateur all in title le nombre de résultats divisé par le volume de recherche mensuel sur le mot-clé. Alors ça, c'est un score qui fonctionne toujours. Pourquoi? Parce qu'il est toujours très efficace pour justement scorer et prioriser les petits mots-clés, les mots-clés de longue traîne sur lesquels je vais avoir des résultats rapides avec assez peu d'efforts. Généralement, on considère que ça marche très bien pour les mots-clés à moins de 250 recherches mensuelles. Donc, souvenez-vous du Golden Ratio. Si vous avez 250 ou moins recherches mensuelles, comptez le nombre de all in title dans les résultats et puis ça vous donnera un petit peu l'étendue de la concurrence. Alors à noter, les opérateurs Google, ils sont un peu en perte de vitesse, ils fonctionnent moins bien qu'avant. Le all in title, il fonctionne plus toujours. Vous avez des outils qui remplacent cet opérateur-là. Ahrefs, par exemple, vous le fait très bien et vous fait il vous donne le même résultat. Donc maintenant, concrètement, pour l'aide à la décision, comment ça va se passer? Si j'ai un KGR qui est inférieur à 0,25, foncez, c'est un océan bleu, j'ai très peu de concurrence et, comme on l'a dit, un trafic potentiel mensuel qui est assez intéressant. Si je suis entre 0,25 et 1, intéressant, mais ça va demander un petit effort en plus. Mais avec un texte suffisamment optimisé, je vais réussir à me positionner. En revanche, avec un KGR supérieur à 1, on va dire que c'est non prioritaire parce qu'il y a déjà trop de concurrence sur ce mot-clé de longue traîne. Donc, je ne suis pas l'un des premiers à tenter l'expérience. Donc là, très concrètement, je vais reprendre ton exemple des doudounes pour partir en Islande. Je cherche une doudoune fine sans manches femme. Alors, sans manche, ce ne sera peut-être pas forcément pour l'Islande, du coup. Donc là, je vais avoir environ 107 résultats pour un volume de recherche mensuelle à 150 par mois. Donc, je suis à un ratio de 0,7, donc dans la deuxième tranche, intéressant, mais attention, ça va demander un petit effort SEO.
Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, en système de scoring SEO un peu plus complet pour l'ensemble de vos mots-clés, et notamment tous vos mots-clés les plus concurrentiels, bah, là, le conseil, ça va être de justement, hein, comme on disait, de donner du contexte. Et pour ça, on va non seulement prendre nos données externes, ça c'est en SEO, on fait tout le temps, on prend les données externes qui proviennent des outils, des Href, des SEMrush, etc. Et puis là, l'idée, ça va être vraiment de les confronter à des données internes que seul vous avez. Donc, dans mes données externes, on connaît, hein, on va prendre le volume de recherche, puis généralement, on fait un ratio avec le score de difficulté, et puis peut-être la position actuelle. Là, l'idée, c'est de prendre le plus de facteurs d'arbitrage possible. Donc, je vais par exemple prendre l'intention de recherche. Je vais attribuer une note plus ou moins grande si c'est une intention de recherche transactionnelle plutôt que informationnelle ou commerciale, par exemple. Ça peut être mes 3 tranches. La trend et la saisonnalité. Donc là, c'est le cas d'un e-commerçant français assez gros qui utilise cette pondération-là. Pour la saisonnalité, c'est pas trop un enjeu chez eux, mais par contre, peut-être que pour votre business à vous, il y a un gros enjeu de saisonnalité, donc peut-être que la pondération, ce sera plus que 3 points. Est-ce que la SERP possède plus ou moins que 10 résultats? On sait que maintenant, il y a des SERP de plus en plus nombreuses qui sont à 5 résultats. Donc là, c'est forcément plus difficile. Donc là aussi, ça va me permettre de pondérer. Le CPC, le CPS aussi très important, c'est le taux de clic sur une requête. Par exemple, hein, moi, j'explique toujours, quelle heure est-il à New York? Ça fait 10 ou 15 000 recherches par mois. Par contre, ça fait 0 clic. Forcément, la réponse, vous l'avez tout de suite. Donc, les 10 résultats qui sont sur la SERP sont presque jamais cliqués. En revanche, tu parlais de rechercher un voyage en Islande, vol pas cher pour l'Islande. Là, ça va être un CPS, donc un taux de click per search, qui va être certainement supérieur à 2. Parce que je vais cliquer sur le premier, le deuxième, le troisième, peut-être le quatrième résultat, comparer les prix. Ça, c'est des habitudes utilisateurs qui sont maintenant très ancrées. Donc, le CPS, ça va vraiment être aussi un facteur d'arbitrage. Et puis, toutes les données internes, je vais venir les ajouter pour enrichir, du coup, ma décision. Quel était l'état de mes stocks? Si c'est un produit que j'ai beaucoup en stock ou pas? Est-ce que j'en vends? Est-ce que je marche bien sur ce produit? Est-ce que c'est de la création d'un nouveau contenu ou est-ce que c'est de la réoptimisation d'un contenu existant? Là aussi, la difficulté ne va pas être la même, etc. Ensuite, après, vous le présentez comme vous voulez. Hein. Moi, je fais sous forme de tableau. Chaque colonne correspond à un score. Et ensuite, j'en crée une note d'intérêt sur 20. Donc là, pour cet exemple, je vois que jupe longue femme, c'est celui qui a le meilleur note d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon volume, c'est transactionnel. Je suis déjà en top 10, donc j'ai moyen d'arriver en top 3 assez rapidement. J'ai un CPS qui est très correct. J'en vends des caisses, etc. Je marche bien. Donc, tous ces indicateurs me montrent que c'est prioritaire. Donc voilà pour une idée de scoring. On a scoré notre catalogue de produits, on a scoré les mots-clés, on a vraiment fait un travail de collecte de data. Et une fois qu'on a collecté toute cette data, un des enjeux, ça va être comment on crée du contenu à partir de ça. Alors, du contenu déjà pour le SEO, et puis ensuite, Olivier, tu nous montreras comment on utilise la data pour modeler notre contenu et justement impacter positivement le taux de conversion. Alors, pour le SEO, hein, pour ceux qui connaissent SEMrush, c'est très simple. Les autres outils fonctionnent à peu près comme ça aussi. On va scraper la SERP et on va collecter le plus de données possible. Donc là, je vais essayer de construire un brief éditorial pour un article informationnel, comment laver une doudoune. Donc, je vais déjà regarder quel est le nombre de mots moyen dans le top 3. Soit s'il faut 2000 mots, ça me donne un cap. Attention, c'est pas une fin en soi, le nombre de mots, hein, on le répète, mais ça donne au moins un cap qu'on peut se fixer. Je vais regarder les termes les plus récurrents en H2, en H3, c'est-à-dire quelle est la structure des textes qui fonctionnent bien en SEO. Je vais regarder également quels sont mes mots-clés annexes et connexes, c'est-à-dire quelles sont mes entités, mes attributs d'entité, quels sont les mots de contexte. Pour ça, je vais faire une matrice concurrentielle. Alors, SEMrush vous le fait automatiquement comme ceci, c'est-à-dire qu'il vous montre en gros quels sont les mots-clés utilisés par tous les concurrents. Vous pouvez scraper par d'autres moyens la SERP ou le faire à la main, ça prend plus de temps, mais c'est faisable. L'idée, c'est vraiment de collecter le plus d'informations possible. Et puis, des informations comme les PA qui ressortent, donc quelles sont les questions les plus posées en relation avec ce terme, etc. Donc ça, c'est pour créer un texte qui soit optimisé en SEO, mais vraiment piloté par la data.
Autre chose qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est prendre en compte la saisonnalité, hein, parce que là, je vous renvoie à l'excellente étude présentée l'année dernière par Nicolas Nguyen, hein, qui est, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé 500 000 contenus optimisant SEO, et ces 500 000 contenus, on a essayé de déterminer des grandes règles qu'on pourrait garder en tête sur comment réagit Google face à ces contenus optimisés. Et un des constats qu'on avait fait à l'époque, c'est que les contenus, en moyenne, stabilisent leur positionnement au bout de 3 mois. Et puis, ils mettent 6 mois vraiment à atteindre leur pic de trafic optimal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Du coup, là, pour mes doudounes fines, sans surprise, je regarde mon Google Trend, je vois que le pic pour doudoune fine, ça va être le mois d'octobre. Oui, ça correspond à peu près au moment où on est à la mi-saison, on commence à avoir un peu froid. Et la petite astuce, on va enrichir la data Google Trend avec encore plus de data. Donc, on va utiliser Glimpse, qui existe en payant, mais déjà en gratuit, vous avez déjà pas mal de fonctionnalités. L'intérêt, hein, c'est de mettre en face des pics et des progressions de trend, mettre en face un volume de recherche. Donc là, je vois que ce pic du mois d'octobre correspondrait à environ 5400 recherches. Donc ça va beaucoup m'aider et je sais donc que je dois m'y prendre à peu près 6 mois à l'avance si je veux, au moment du mois d'octobre, si je veux atteindre mon pic de positionnement. Voilà, petite parenthèse, hein, si vous utilisez la plateforme SEMJ vous le fait plus ou moins automatiquement quand vous utilisez le module idée de contenu. Par exemple, là, j'ai pris volontairement un sujet qui est à la mode en ce moment, CBD pour chiens. Je vois que j'ai que des trending topics et je vois que, par exemple, CBD pour chiens stressés, la tendance est à la hausse. Donc, ça va, en un coup d'œil, me donner en gros quels sont les sujets qui sont tendance et je vais pouvoir un petit peu faire du prédictif parce que si je sais que j'ai un sujet qui fait 5000 volumes de recherche actuellement, peut-être que d'ici 6 mois ou 12 mois, il sera passé à 8000 ou 10 000. Donc voilà, on va vraiment utiliser toute cette data qu'on a collectée pour optimiser et planifier le contenu le plus intelligemment possible et du coup, ramener du trafic sur notre site. Maintenant qu'on a du trafic, la deuxième étape, c'est de convertir. Du chemin. Voilà, la deuxième étape, c'est de le convertir. Alors, comment on va s'y prendre, Olivier? Alors, une fois qu'on a scoré, on a vu tout à l'heure, on a scoré en fait, on a modélisé notre parcours d'achat, on a scoré chacune des étapes grâce à nos différents signaux. Ces signaux-là, ces scores-là vont être automatiquement disponibles dans le data layer et vont nous permettre en fait de déclencher des campagnes qui auront pour objectif en fait de diffuser le bon contenu à la bonne personne, en tout cas au moment le plus propice sur le bon device. Hein. C'est finalement le Graal du marketing, hein, le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Comment on va le faire? Grâce à ces scores-là, et on va évidemment imaginer des campagnes qui seront particulièrement pertinentes pour des internautes qui sont en phase de découverte ou ceux qui sont en phase de considération. Et chacune de ces campagnes correspondra à un objectif bien précis et chaque objectif sera traduit en indicateurs qui nous permettront ensuite de vérifier en fait si on a pu améliorer ou pas en fait les taux de conversion. Alors, je vais prendre quelques exemples. Exemple d'un internaute qui serait en phase de découverte ou en phase de considération pas forcément très avancée. Notre objectif, ça va pas être de diffuser un code promo pour faire en sorte que ça devienne un acheteur. Il vient pas en fait avec cette idée-là. Notre objectif, ça va être de glaner en fait un maximum d'informations sur cet internaute. Et une des tactiques qu'on a mis en place pour certains de nos clients, c'est de lui donner en fait la possibilité de se connecter pour accéder à des bons plans, à des ventes privées. Et ce type de campagne, en fait, ont permis, je l'ai vu sur certains clients, d'améliorer en fait la création de comptes d'environ 57%, ce qui est assez considérable, beaucoup plus efficace que simplement une petite copine en fait qui va proposer de s'inscrire à une newsletter. Autre cas, on parlait tout à l'heure du scoring d'attractivité produit. Il y a une récente étude de Deloitte qui montre en fait que les pages produits sont les nouvelles pages d'accueil, donc énormément d'entrées en fait sur ce type de page-là, énormément de taux de rebond également. Alors même si maintenant avec GA4 on va plutôt parler de taux d'engagement, ce qui va être important, c'est au moment où ces internautes-là qui sont
qui ont atterri depuis une page produit vont quitter le site parce que probablement le produit ne correspond pas exactement en fait à ce qu'ils attendaient, soit pour un problème de prix ou simplement de produit intrinsèque. C'est peut-être intéressant d'essayer de l'aiguiller vers d'autres articles. Et donc, pour ça, le fait d'avoir segmenté, identifié les articles qui auront la propension la plus haute à être ajoutés au panier, c'est le moment en fait de les présenter. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir utiliser ce scoring-là d'attractivité produit. Là, pareil, certains clients nous permettent, ce type de scénario ont permis en fait de diminuer le taux de rebond. En général, environ 7%, mais je pense qu'on peut aller bien plus loin. Un autre cas, là, on va plutôt en fait s'adresser à des internautes qui sont en considération avancée. Donc, je suis venu plusieurs fois sur cette fiche produit où j'ai montré un véritable intérêt. Mon objectif, c'est de le faire passer vraiment en fait en acheteur. Et donc, on va pouvoir travailler sur des tactiques de code personnalisé. Alors, c'est intéressant parce que ça nous permet en fait de ne pas être obligé à adresser un code promo à tout notre trafic. On l'a vu, quelqu'un qui est en découverte, il ne vient pas pour acheter, donc ça ne sert à rien de mettre un code promo. Ça dévaloriserait même l'image en fait du e-commerçant. Ce type de technique, clairement, en fait, vont permettre d'améliorer un taux d'ajout au panier. Donc, là, sur les derniers scénarios qu'on a pu mettre en place, j'ai pu constater, moi, des améliorations de plus de 10% sur le taux d'ajout au panier. Même technique, pour le même type d'internaute, on n'est pas tout le temps obligé d'utiliser en fait des codes promo. On peut travailler sur de l'urgence, du stress marketing. Moi, quand j'étais e-commerçant, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup en fait pour essayer de vendre en fait les produits qui avaient le moins de stock possible pour avoir un taux de rotation maximal. Et donc là, j'avais des scores qui étaient très importants. Là, effectivement, ce type de message peut nous permettre clairement en fait, d'améliorer la conversion puisque on joue sur la rareté et l'urgence. Donc, si je veux vraiment l'acheter, c'est maintenant qu'il faut que je l'achète et pas demain. Personnaliser, optimiser un site, c'est d'abord aider en fait vos visiteurs. Donc, il faut toujours se mettre en fait dans les baskets de votre internaute. Donc, on a compris pourquoi il venait, et ensuite, il faut l'aider, faciliter en fait sa navigation, l'aider à trouver ce qu'il recherche, et parfois, l'aider, c'est aussi lui donner quelques conseils. Par exemple, si on reste en fait dans l'univers de la mode et de ma doudoune, je ne sais pas exactement quelle taille je vais utiliser. Est-ce que je dois prendre ma taille habituelle? Donc là, c'est peut-être intéressant parfois pour ces internautes qui sont en phase d'hésitation de l'aider en fait à aller trouver des contenus d'experts sur ça. Donc là, un indicateur intéressant à vérifier, c'est les taux de retour. Donc ce type de message peut aider un e-commerçant à diminuer ses taux de retour et on sait que c'est une métrique qui peut gréver des marges assez facilement. Dernier petit scénario intéressant, on est plutôt sur comment augmenter son panier moyen, faire de l'upsell au moment où je suis dans mon tunnel ou uniquement dans ma page panier, là, je vais pouvoir en fait à l'intérieur de ma page proposer un petit cadeau pour des internautes s'ils avaient envie en fait de venir ajouter un autre produit, un produit complémentaire. Notre score d'attractivité produit va nous aider en fait à créer des liens d'appétence d'un produit vers un autre. Sur la partie SEO, oui. Comment tu exploites ? En fait, là tu nous montres comment on va utiliser finalement des signaux utilisateurs et puis de la data qu'on a collectée sur les utilisateurs pour aller modeler un peu le site, le contenu du site. Nous, on peut faire ça de plusieurs manières en SEO. On va les récupérer, par exemple, tout ce qui va être information du moteur de recherche interne. Ça, c'est vraiment une mine d'informations qu'on utilise trop peu, qui est très utilisée par les e-commerçants français, mais ça peut être utilisé vraiment à tous les niveaux. Donc là, je prends l'exemple, on a Cdiscount. J'ai le moteur de recherche interne, doudoune légère, femme rose. Donc, c'est vraiment des requêtes de très longue traîne. En fait, il se trouve que, alors, si tout se passe bien, pour la majorité de ces requêtes-là, de mes requêtes e-commerce, je vais avoir une page correspondante. Mais des fois, c'est des requêtes vraiment longue traîne. Donc, je n'ai pas de page correspondante. Le search indexing, ça va désigner tout simplement le fait d'aller récupérer toutes les requêtes comme ça de longue traîne qui peuvent être intéressantes. Donc, on va aussi peut-être les scorer par priorité, par enjeu business.
Et puis, créer des pages qui correspondent à ces requêtes-là. De cette manière, bah voilà, on étoffe un peu notre catalogue et notre manière de présenter l'information. Donc, comment on va faire? Bah, tout simplement, on va aller dans Google Analytics, hein, comportement, site search, termes de recherche. Là, on va voir la liste complète de nos termes de recherche. Et puis ensuite, bah, on va récupérer celles qui sont intéressantes. Mais de la même manière, on peut vraiment utiliser ce mindset-là pour d'autres choses. Moi, je dis souvent, point de vue SEO, rester en contact toujours, main dans la main avec les départements bah, sur le terrain, les boutiques, si vous en avez, les boutiques en local, et puis même le service SAV. En fait, le service SAV, c'est une mine d'or aussi pour aller créer du contenu. On va voir les retours clients, tous les feedbacks sur des questions d'utilisation des produits, sur des questions de comment je choisis ma taille, etc. Donc ça va me donner beaucoup d'idées, parce que si une personne se pose la question, il y en a forcément plus qui sont dans la même situation. Puis également, via le forum, si vous avez un forum interne au site internet, là aussi c'est une mine d'informations, des questions qui reviennent souvent ou des réponses d'utilisateurs qui sont un peu souvent les mêmes, eh bien ça justifie largement la création d'un contenu vitrine sur le sujet. Donc vraiment utiliser la donnée interne, on va dire les données utilisateurs sur le site internet. Donc ça c'est une première chose. Et puis, autre petite astuce hein, pour comment on va modeler le contenu en fonction de la data, ça va être l'utilisation du split testing. Toi, d'un point de vue CRO, Olivier, hein, tu nous parles plutôt de A/B testing. Ouais. On va avoir différents tests sur la même page, mais différentes versions de la même page. En SEO, on va pas vraiment faire ça, on va surtout recommander de faire du split testing, c'est-à-dire différentes versions de pages similaires. Donc, comment on va faire? Bah, la méthode, elle est assez simple. Déjà, on va classer les URL par type de template et par typologie de page similaire. Donc, je vais scroller, en fait, je vais crawler tout mon site, extraire toutes les pages, et puis je vais vraiment catégoriser toutes mes pages blog, mes pages produits, catégories, et puis même ensuite les catégoriser par type de thématique. Comme ça, j'ai tout, je peux comparer ce qui est comparable, en fait, si tu veux. Ensuite, ce qui est important, c'est donc de formuler une hypothèse SEO. Donc, les hypothèses, vraiment, là, pour le coup, il y en a plein qui sont disponibles en ligne que vous pouvez regarder, mais les plus connus, hein, c'est est-ce que je change les titles, les balises SEO? Évidemment, c'est ce qui nous pose question tout de suite. Hein, qu'est-ce qui se passe si je change de title, etc. Les schémas markup, ça aussi, je vais pouvoir utiliser ces tests-là pour faire des batteries d'expérimentation sur qu'est-ce qui se passe si je tag les entités, si je tag le local, si je tag les FAQ, etc. L'impact des rich media, ça aussi, on va le tester en split testing, c'est-à-dire le rich media, hein, si j'inclus donc des vidéos, des images, des carousels, etc. Donc, je fais une page vraiment très, très visuelle. Qu'est-ce qui se passe en SEO versus une page plutôt classique, texte. Et puis, alors là, je l'ai mis à la fin, mais en fait, c'est très important. Hein, qu'est-ce qui se passe quand je modifie l'ordre et la structure de mon contenu? Donc ça, on sous-estime un peu cet aspect-là. La manière dont vous présentez l'information a vraiment un impact. C'est pas le tout d'avoir un contenu très, très complet sur une thématique, hein, avec voilà, tous les paragraphes qui vont bien, qui couvrent un sujet en entier. La manière et l'ordre dans lequel vous avez présenté cette info est crucial pour Google. Ensuite, je vais tout simplement, comme dans n'importe quel test, hein, diviser en deux groupes. Donc, mes pages de contrôle et puis mes pages de variation ou mes pages de test. Je vais apporter, du coup, les pages de test, leur apporter des modifications en fonction de mes hypothèses. Je vais mesurer les résultats. Donc là, ça va prendre du temps. Comme tout en SEO, tout prend du temps. Hein, donc, ça va vraiment dépendre aussi de la taille de votre site internet. Si vous êtes un gros e-commerçant, Google passe énormément de fois tous les jours. Si vous êtes plus petit, voilà, les Googlebots vont passer un peu moins souvent. Donc, minimum 5 semaines pour les tests. Et puis ensuite, on va consigner méthodiquement les résultats de chaque hypothèse pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on va procéder comme ça de manière itérative. Et seulement une fois qu'on a atteint un degré de certitude suffisant, on va appliquer les changements à l'ensemble des pages parce qu'on est sûr que telle organisation fonctionne mieux. Alors, pour vous montrer un exemple, on parlait de formuler des hypothèses. Et puis tu disais tout à l'heure, Olivier, que là, quand on se pilote par la data, il n'y a pas de place à l'intuition. Donc, peut-être nuancer ça, c'est qu'on a le droit d'avoir des intuitions, il faut en avoir, mais tout le but, c'est de vérifier ces intuitions par l'expérience.
Donc, par exemple, il y a le dernier case study de Corey Tudberg que je cite souvent. Il avait formulé une hypothèse comme quoi il a son contenu qui parle de la thématique Abraham Lincoln, donc il veut se positionner sur ce mot-clé-là. Et puis, il constate qu'il y a une page Wikipédia pour Abraham Lincoln. Il constate aussi qu'il y a une page dédiée Wikipédia pour l'assassinat d'Abraham Lincoln. Lui, ce qu'il avait fait, c'est un brief SEO assez classique. Bon, on est très complet sur la thématique, donc je parle de la naissance d'Abraham Lincoln, de sa vie, son œuvre, sa vie de famille, et puis sa mort, son assassinat. Et donc l'hypothèse était, en fait, la thématique assassinat d'Abraham Lincoln, c'est tellement teinté sémantiquement, c'est tellement fort que ça mérite une page dédiée, et que en fait, ça oriente ma page principale dans la mauvaise direction. Et donc, il a fait le test, il a constaté qu'en fait, en supprimant toute la dernière partie de son texte qui concernait l'assassinat, il rankait beaucoup mieux sur son mot-clé Abraham Lincoln, alors que c'est contre-intuitif. Et là, on rejoint du coup les biais cognitifs, Olivier, on parlait du biais, des différents biais, il y a aussi les biais qui nous concernent nous, pas que ceux qui concernent nos leads, c'est qu'en tant qu'expert, on a le biais d'expertise qui fait que plus on a l'expérience sur un sujet et puis plus on prend des décisions un peu parce qu'on sait et de manière de moins en moins impartiale. Donc, il faut toujours garder en tête, d'abord, on expérimente et ensuite, on tire des conclusions. Donc voilà, on a modelé notre site internet en fonction de la data, on a créé des contenus, ensuite on les a optimisés pour le CRO, puis on les a split testés pour voir ce qui fonctionnait encore mieux. Donc déjà de ton côté, comment tu t'y prends pour mesurer la performance dans une optique d'amélioration continue? Ce serait quoi tes indicateurs? Alors, ouais, comme pour le split testing sur la partie SEO, on va utiliser la méthode du groupe de contrôle. Donc, très simplement, on va prendre en fait une campagne, on ne va l'exposer en fait qu'à une partie du trafic, donc généralement à 50% du trafic, puis on va analyser ensuite les résultats. Les résultats sur la campagne lorsqu'elles ont été exposées en fait à ces internautes, puis on va comparer ça avec les résultats pour les non exposés. La différence, ça va nous donner en fait un uplift et ça va nous permettre en fait de comprendre en fait l'incrément qu'on a pu réaliser, soit sur un taux de conversion, soit sur un chiffre d'affaires directement. Alors, ce que je vous propose en fait, c'est de montrer juste un petit exemple. On va toujours rester avec notre exemple sur la doudoune. Donc là, on a notre ciblage qui est l'internaute qui est en considération avancée. Et donc, pour pouvoir juger la pertinence de cette campagne-là, pour savoir si elle a amélioré mon taux de conversion, je vais prendre 50% du trafic, afficher ce contenu sur ces individus et le comparer en fait sur 50% autres du trafic qui n'auront pas en fait ce type de contenu. Alors, il y a, comme pour le split testing, il y a un test de significativité en fait à avoir. Donc, effectivement, l'indicateur s'appelle le MDE, le minimum détectable effect. Il faut qu'il soit de 95%. C'est forcément lié en fait au trafic et généralement, une campagne doit avoir une durée d'environ 4 semaines à 5 semaines. On recommande également de pouvoir toujours garder un petit groupe de contrôle, ne serait-ce que de 10%, pour pouvoir venir mesurer régulièrement l'apport de ces campagnes-là sur le taux de conversion. Alors voilà une manière dont on va analyser les performances. Donc on va pouvoir associer à une campagne un objectif et un indicateur. Et cet indicateur, on va pouvoir le travailler selon différents modèles d'attribution. On peut avoir le post-view, par exemple post-view 7 jours, donc des internautes qui seraient venus convertir après avoir vu le contenu 7 jours plus tard. On va avoir le post-click, donc là, il faut vraiment cliquer sur le contenu, et puis on va comparer nos deux groupes, par exemple, exposés, non exposés. Alors, ce qu'on aime faire également, c'est de pouvoir différencier les résultats selon si on est sur un desktop ou sur un mobile. Et à partir de là, on va vérifier en fait les ratios entre le taux de conversion A et B. Ça va nous donner ce qu'on appelle un uplift, qu'on va pouvoir assez facilement traduire en conversion incrémentale ou en chiffre d'affaires incrémental. Là, c'est un exemple en fait sur le post-click et on peut voir dans les deux cas que la campagne
nous a permis en fait d'améliorer considérablement le taux de conversion, puisqu'on a gagné en fait 55% sur le desktop et 33% sur le mobile. Et ça nous a permis en fait d'avoir un chiffre d'affaires incrémental d'environ 6 800 €. Donc, ce sont des données qui vont nous permettre en fait de mesurer très précisément quel est le ROI de ce type de campagne. Pour la partie SEO, comment tu arrives à mesurer toi le ROI ou en tout cas la performance des actions que tu mets en place? Alors sur la performance, ça va être les indicateurs classiques. Ça va être, je vais mesurer donc l'évolution des clics, l'évolution de la position par exemple, et puis éventuellement l'évolution de mes facteurs internes, donc mon taux de conversion, mon nombre, mon volume de transactions globales, etc. Et puis une fois que j'ai mesuré ça, ça me dit pas tout, c'est que ce que je veux faire, c'est de l'amélioration continue. On va vraiment essayer d'entrer dans une logique où la mesure va servir ensuite à débloquer d'autres actions. Donc là, quelques petites astuces, c'est déjà prévenir et détecter les problèmes de chute de trafic. Donc pour ça, on va par exemple monitorer les tendances de clics via la Search Console. Alors pour avoir des tendances, je vais simplement prendre plusieurs plages de dates. Donc je vais extraire les données Search Console de mes 12 derniers mois, plusieurs plages de dates, et je vais pouvoir en calculer une dynamique. Et donc tous ces contenus sur lesquels j'ai une tendance baissière, et si c'est des contenus que j'ai réoptimisés il y a plus d'1 an, et je sais qu'il va être prioritaire. Si vous passez par la plateforme SEMJ, ça vous le fait automatiquement. Si vous filtrez dans l'onglet Report, sur filtrer par évolution, vous pouvez voir en fait tous ceux qui ont une tendance à la baisse, et ça va pouvoir me dire, ok, là j'ai mes contenus, là on voit dans cet exemple, ce sont des contenus qui ont été optimisés en juin 2021 pour la dernière fois. Donc, ils commencent un petit peu à être en perte de vitesse. Je sais que je vais pouvoir les prioriser pour vraiment, avant que ce soit trop tard déjà, enfin, c'est jamais trop tard, mais avant que la chute impacte trop mon trafic. Ça, c'est une première chose. Puis, deuxième chose, c'est les mauvais CTR. Donc ça, c'est une donnée à laquelle on a tous accès, mais qui est en fait assez sous-exploitée. Donc là, je vais vous donner une méthode plutôt simple dans Looker Studio pour tout simplement récupérer tous ces mauvais CTR. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends des requêtes sur lesquelles moi je suis en top 10, peut-être même en top 5 ou en top 3, mais j'obtiens un taux de clic sur la SERP qui est inférieur à la moyenne ou inférieur à ce que je voudrais avoir. Donc déjà, la méthode, c'est dans Looker Studio, vous connectez avec la Search Console, évidemment, et puis vous allez dans les valeurs, vous allez croiser Average Position, donc la position moyenne, le CTR et les clics. Et puis sélectionner, par exemple, un graphique à bulles, ça fonctionne assez bien. Et donc là, pour l'exemple Doudoune, je suis en position moyenne deuxième, entre deuxième et troisième, et puis j'ai un CTR en dessous de la moyenne de mes autres pages, qui est à environ 6%, alors que je suis deuxième, donc je pourrais estimer que je devrais capter plus de 6% des clics. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir un peu améliorer les search features, en fait, tout ce qui va être snippet, données enrichies, donc les avis, les étoiles, le stock. Je vais pouvoir jouer avec les emojis, je vais pouvoir ajouter une FAQ pour prendre un peu plus d'espace sur la SERP, etc., dans le but d'améliorer mon CTR. Donc ça aussi, c'est une méthode qui vous permet, comme ça en quelques clics, d'isoler, si vous avez un énorme e-commerce, des milliers de pages, d'isoler les 100 ou 50 pages qui sont les plus problématiques, parce que des fois, on a des problèmes de trafic qui ne sont pas vraiment liés à des problèmes de positionnement, mais simplement à des problèmes d'engagement utilisateur. Ouais. Donc voilà, on a essayé de couvrir le sujet de manière très vaste. On s'est focalisé sur la question du contenu. On aurait pu parler, en tout cas pour la partie SEO, de la technique. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de technique parce que technique et data, c'est encore un tout autre sujet. L'aspect technique du SEO, c'est que de la data. L'aspect netlinking, c'est encore pire. Le netlinking, c'est que de l'analyse comme ça concurrentielle de stats. Mais pour le contenu, souvent on oublie que y a plein de facteurs comme ça et de chiffres très clés qu'il faut garder en tête et qui servent d'arbitrage. Toi, Olivier, si je vais te laisser le mot de la fin, ce serait quoi tes conseils pour terminer?
Oui, alors quelques conseils pour moi pour optimiser son trafic, optimiser ses conversions. On l'a dit à plusieurs reprises pendant le webinaire, ne jamais se fier uniquement à l'intuition. Effectivement, il faut avoir quand même des intuitions, ça s'appelle plus des hypothèses qu'il va falloir ensuite tester. On est toujours dans de l'amélioration continue, donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc il faut continuer à tester et à tester. Donc clairement, data, c'est votre boussole pour prendre une décision. Pour valider en fait ces fameuses intuitions ou vos hypothèses, comprendre l'état d'esprit de vos visiteurs, vraiment se mettre au plus près possible en fait de ce pourquoi vos internautes viennent sur le site internet. Donc utiliser tous les indices qu'il va pouvoir laisser tout au gré en fait de ces visites. Nous on a parlé de signaux d'engagement. Vous pouvez aussi créer vos propres moteurs de score. Utiliser en fait ces scores-là pour aider vos visiteurs. Donc, l'objectif, quand on veut optimiser une conversion, c'est pas optimiser ses ventes, c'est vraiment faire en sorte d'aider vos internautes à ce qu'il ait une expérience de navigation, une expérience d'achat mémorable pour qu'il ait envie de revenir et de revenir plusieurs fois et d'en parler également en fait autour de lui. Ces actions, chacune des actions, en fait, on doit les mesurer à chaque fois et on doit pouvoir à chaque fois traduire un objectif en indicateur et puis toujours prendre en compte l'irrationalité, malheureusement, dans le comportement de nos internautes. Ça serait trop facile sinon. Donc voilà, c'est ce que j'ai appelé le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On l'a vu tout à l'heure, en fait, avec les biais cognitifs. Toujours avoir ça un petit peu en tête pour, encore une fois, bien comprendre ce que font nos internautes. Voilà, ce canevas, ces conseils, ils peuvent vous permettre en fait d'aller un tout petit peu mieux travailler votre trafic et adapter vos contenus en fait aux besoins de vos internautes. Ouais, c'est finalement un mindset assez global qu'on peut appliquer aux deux disciplines. Merci beaucoup Olivier pour tous ces super conseils. Maintenant, je te propose il nous reste un peu de temps, qu'on passe aux questions. Alors, je vais les prendre par ordre de vote, évidemment. Alors, avant que je commence, j'ai vu des questions dans le chat. Est-ce que tu peux peut-être clarifier la notion de post-click, post-view? C'était pas forcément clair pour tout le monde. Oui, alors post-view, c'est simple. Je vois un message et je vais convertir en fait après avoir vu ce message. Donc, j'ai pas cliqué sur le message. Donc, ce message, on peut imaginer en fait qui m'a permis de capter l'attention et d'influencer un comportement. Ça, c'est le post-view. Et le post-click, j'ai clairement cliqué en fait dans le message et lorsque j'ai cliqué sur ce message-là, au cours de ma session, j'ai pu convertir. Bon, comme ça, j'espère que ça répond à la question. Merci. Alors du coup, j'ai des questions qui concernent... Question d'Adeline. Ah oui, avec pas mal de votes sur comment je récupère les requêtes de mon moteur de recherche interne sur GA4, parce que GA4 ne contient pas, par défaut en tout cas, le rapport Site Search. Donc là, je ne vais pas vous expliquer en une minute comment le faire, mais c'est possible. En fait, si vous utilisez les Enhanced Measurement dans Google Analytics, donc alors, vous avez certainement besoin d'un paramétrage GTM pour aller avec, sauf si vous avez un moteur de recherche interne qui est paramétré. Vous savez, vous avez la question et ensuite la requête qui apparaît dans l'URL. Dans ce cas-là, c'est assez facile. Si vous simplement vous activez Enhanced Measurement, ça devrait, le rapport devrait apparaître. Sinon, il y a un peu de paramétrage à faire, effectivement. Mais c'est toujours possible. On a une question, McKeeman, qui nous demande est-ce qu'on peut revenir sur le KGR, donc le Keyword Golden Ratio, j'imagine. Je n'ai pas bien compris la formule. Alors, la formule, on va tout simplement diviser le nombre de requêtes en exact match avec l'opérateur all-in title. Donc, je vais remettre un peu, si ça ne te dérange pas, Olivier, pour remettre la formule, que ce soit plus visuel pour les utilisateurs. Voilà. Bon, il y a plein d'articles en ligne qui vous expliqueront les tenants et les aboutissants du Keyword Golden Ratio. Mais en gros, c'est ça. On va utiliser un opérateur Google. Et ensuite, on va faire le ratio entre le nombre de requêtes, le nombre de résultats qui ressortent sur la requête. Ça va me donner un peu un indicateur de l'état de la concurrence et le volume de recherche de la requête en question. Ça va me dire, en gros, si je suis à moins de 0,25, si ça vaut le coup ou pas d'y aller. Voilà pour cette question. Alors,
on a des questions. Ah bah tiens, au bout de combien de temps on va mesurer les résultats du speed testing et du A/B testing? On peut répondre sur les deux côtés. De ton côté, pour un A/B testing performant, tu laisses combien de temps environ 4 semaines, en fait, on a un indicateur, hein, le fameux MDE, qui va nous permettre en fait de savoir si les résultats sont fiables ou pas. Donc, si on a touché suffisamment de monde, en fait, hein, sur cette campagne-là, mais en général, en fait, c'est autour des 4 semaines. Ouais. Okay. D'un point de vue SEO, alors la question c'est comment je mesure si les résultats SEO mettent entre 3 et 6 mois à être visibles. Attention, hein, les résultats de l'étude CMJ montraient pas vraiment ça. C'est pas que les résultats SEO mettent 6 mois à être visibles, c'est qu'ils atteignent leur pic de trafic au bout de 6 mois. Par contre, un changement édito sur une page va avoir des effets visibles au bout de quelques semaines. Donc, au bout d'un mois, normalement, vous aurez déjà les résultats si vous changez, la structure, par exemple, du contenu. Ensuite, quel est le délai moyen pour obtenir des résultats performants via les optimisations SEO? Si je souhaite mettre le paquet en one-shot, déblocage d'un budget non prévu, quel est le délai moyen d'une opération de ce genre? Bah, là, tout ce que je peux faire, enfin la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est vraiment dirigez-vous vers l'étude CMJ qui est disponible sur notre site. Je crois qu'on l'a mis sur le chat, qui vous donne un petit peu quels sont, dans le détail, quels sont les délais moyens de résultats, etc. Parce qu'en plus, là, ne connaissant pas votre activité, je ne peux pas vous dire, dans votre cas, ce sera 3 mois ou ce sera 6 mois. Ça va vraiment ça va vraiment dépendre de votre activité pour le coup et de l'état de votre site, c'est-à-dire d'où vous partez en SEO, et puis évidemment de votre budget. Après, oui, le constat, on le connaît, hein, le constat de base, c'est que effectivement, les résultats SEO, ça prend du temps. Ça prend du temps, on n'est pas sur du AdWords. Voilà, on est vraiment il y a vraiment une latence de Google à ce niveau-là. Et une question pour toi, Olivier. Est-ce qu'on peut revenir sur la pertinence de l'ajout d'un code promo et est-ce que tu peux revenir sur la technique derrière ça? Oui, alors la pertinence, en fait, c'est de ne pas montrer un code promo à 100% de votre trafic. Hein, on l'a vu, hein, 100% du trafic ne vient pas tout de suite pour acheter. Donc, de pouvoir montrer, en fait, un code promo qu'aux personnes qui sont très près du funnel, hein, tout en bas du funnel, hein, très proche de l'achat, pardon. Comment on va s'y prendre? Grâce à une API. Alors, chez Beable, on a une API de code promo qui va permettre, en fait, de récupérer vos codes promo, les codes promo que vous avez préparés en avance, et de pouvoir distribuer ensuite ces codes promo au bon moment et à la bonne personne, et donc de personnaliser. Et on va pouvoir créer, en fait, un code promo par personne. Donc, ce code promo, il est unique et il ne m'appartient qu'à moi. OK. Et on peut le diffuser, effectivement, sur n'importe quelle page, et on peut l'intégrer, en fait, dans la page. Okay. J'imagine que la solution Beable permet de techniquement, du coup, faciliter cette mise en place-là, quoi. Exactement, exactement. Écoute, merci. Et puis, alors, je crois qu'on avait donc une dernière question, cette fois-ci dans le chat. On nous demande, le split testing sur le SEO se passe sur la version staging, sur le site en recette ou pas? Non, hein, le split testing, on va utiliser donc la bonne version du site, la version en ligne, indexée, mais attention, hein, sur 2 pages, donc une page de contrôle, une page qui ne va pas bouger, et puis une page très similaire, c'est-à-dire même typologie de page, par exemple, si c'est 2 pages de blog, voilà, et puis même thématique. Puis peut-être également même type de construction de la page, par exemple, même nombre de mots, etc., pour que ce soit des pages qui se ressemblent beaucoup. Et du coup, on va faire du split test sur un nombre limité de pages, et puis on va faire de manière itérative, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire tous nos tests en même temps, on va vraiment y aller prudemment, et puis méthodiquement consigner les résultats de tous nos tests avant de les appliquer au reste du site. Voilà, alors après, effectivement, la technique split testing SEO, c'est un sujet à part entière. Si ça vous intéresse, dites-le nous, parce que ça mériterait peut-être même un webinar à lui tout seul sur les bonnes pratiques
d'organisation de split test et de A/B test en SEO. Voilà. Bon, quant à moi, Olivier, bah, je te remercie pour cette présentation hyper complète. C'était vraiment un plaisir. Puis moi, j'ai appris plein de choses sur le CRO. Un grand merci, Charlet. Un grand merci à tous pour votre attention. Et on peut répondre à vos questions sans aucun problème. Oui, alors on reste, reste accessible sur les boîtes mail respectives de SMJ Biable, le contact évidemment. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir.